c'est peut-être une des dérives possibles aussi de cet accent sur le bien-être, c'est on va sortir un petit peu peut-être des missions ou des limites qui sont données à l'école. Alors, avant d'arriver, et vous allez voir qu'il va y avoir un lien avec qu'est-ce qu'on peut faire, je voudrais pointer justement trois dérives potentielles euh, qui me paraissent exister autour de cette question de bien-être à l'école. Le premier, c'est plutôt la question de, finalement, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on est d'accord sur qu'est-ce qu'on met derrière le mot bien-être? On entend aussi parler de bonheur à l'école. Euh, je pense que votre Premier ministre avait utilisé ce terme-là d'ailleurs dans une intervention justement lors d'un colloque sur le bien-être à l'école. Il avait parlé de bonheur à l'école. On parle aussi de qualité de vie, etc., etc. Donc il y a pas mal de déclinaisons. C'est pas toujours facile de savoir de quoi est-ce qu'on parle. Alors je vais pas vous faire un gros cours théorique et conceptuel là-dessus. Je vais juste vous dire qu'en fait, savoir ce que c'est le bien-être ou le bonheur, ben, en fait, c'est un sujet de débat depuis qu'on a des traces écrites de l'humanité. C'est un débat qui est à la fois philosophique et scientifique, et en fait, il est toujours vivace. Donc, on n'a pas vraiment la réponse à c'est quoi, ce serait quoi euh, être bien à l'école ou être heureux à l'école. C'est une question qui continue à être débattue, tout simplement. Voilà. Alors, on a des réponses partielles, c'est-à-dire que en fonction de la discipline à laquelle on s'intéresse, etc., on va avoir, les gens vont dire, ben, nous, on définit le bien-être comme ceci, nous, on définit plutôt le bien-être comme cela, nous, on l'appelle autrement, et on essaye un petit peu de préciser de quoi on parle. Mais globalement, il n'y a pas non plus un consensus super fort sur qu'est-ce que ce serait. Il y a une chose qui me paraît vraiment intéressante et qui vient plutôt des recherches sur les émotions en psychologie, euh, qui a été reprise après dans les gens qui travaillent, notamment dans le domaine de la santé. C'est une distinction entre le plaisir et la joie. Et c'est l'idée qu'en fait, c'est deux émotions qui peuvent paraître proches, mais qui ne sont pas les mêmes. Alors là, je vais aller un peu vite, je vais un peu caricaturer, mais grosso modo, le plaisir, voilà, bah, c'est un peu la question hédonique. On se fait plaisir. Par exemple, on fait un achat, ça me fait plaisir quand je mange quelque chose que j'aime bien, quand je joue à un jeu vidéo, quand je fais telle ou telle chose, etc. La caractéristique, quand je suis sur mon smartphone, que j'envoie un message ou que je reçois un message, ou des choses comme ça, l'idée, c'est que c'est quelque chose d'assez éphémère euh, et où il y a un risque qu'on essaye toujours d'en avoir plus. C'est-à-dire qu'il y a des effets, ce qu'on va appeler d'accoutumance, on va s'habituer à certaines choses et on va vouloir plus, avec donc le risque derrière, qui est un risque d'addiction, si on pousse un peu loin le bouchon. Euh, mais donc voilà, on dit est-ce que le bien-être à l'école, c'est faire des choses qui nous font plaisir toute la journée? Est-ce que c'est vraiment ça on a en tête? Et la dérive vraiment que je vois d'un point de vue éducatif dans cette conception-là, c'est finalement, on pourrait appeler, pour aller vite, un peu une approche un peu occupationnelle. On fait des choses parce que c'est fun. Euh, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on construit à travers ça, etc. Bah, finalement, on multiplie les expériences agréables, euh, positives, mais sans vraiment savoir. Et puis, comme je disais, le problème, c'est que c'est éphémère, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous échappe et qui est assez volatile. Alors que la joie, c'est plutôt, en tout cas des gens qui travaillent dans les émotions, c'est plutôt quelque chose qui va être quoi? Ce qui va être partagé quand on a des rencontres authentiques, par exemple. On a vraiment partagé un moment positif et profond avec quelqu'un. On a fait quelque chose ensemble qui nous a plu. On s'est engagé collectivement dans quelque chose. On va ressentir de la joie. La joie, ça va être aussi, ben, on s'est entraîné à quelque chose et puis on arrive à le réaliser de façon correcte. On a fait des efforts et on a abouti à quelque chose. On arrive à la conclusion d'un projet qui se réalise, ça va amener de la joie. Euh, voilà, je ne sais pas si vous percevez la nuance, mais donc on est ici avec quelque chose de plus durable, qui va renforcer la confiance en soi, qui va renforcer l'intérêt pour des projets dans lesquels on s'est investi, etc. Et où donc on a probablement quelque chose qui, en termes éducatifs, euh, est assez intéressant et va probablement laisser un peu plus de traces que des plaisirs éphémères. Je caricature à fond, mais c'est pour vous faire comprendre l'idée que c'est important de s'entendre quand même sur qu'est-ce qu'on entend par bien-être. Parce qu'en effet, on pourrait imaginer que si ça, la priorité, ça devenait le bien-être à l'école,
on pourrait aller vers, on fait des activités qui sont sympathiques pour tout le monde, etc., etc. On va plus étudier des choses par cœur, on fait plus d'évaluation du tout, etc., etc. On voit bien à quoi ça peut amener. Et je pense pas que ça fait des gens heureux au final. Comme je disais, c'est un peu une course en avant euh, qui est pas toujours très satisfaisante au final. Donc ça, c'est peut-être le premier point d'attention que j'avais envie de souligner. C'était cette idée, attention, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on est bien sur cette idée plus de joie euh, plutôt que peut-être de plaisir, si je les appelle comme ça. Ça, c'était la première idée. Euh, la deuxième idée, en fait, elle est liée à pourquoi, enfin, ce serait quoi le job de l'école par rapport à cette idée de bien-être ou d'être un endroit où on a des expériences, notamment de joie. Et je voudrais attirer votre attention sur un phénomène qui a été pas mal documenté dans la recherche, qui est en fait le décalage entre l'impact des événements positifs et des événements négatifs. Il y a des recherches notamment sur les émotions et sur le bien-être qui montrent que malheureusement, les événements négatifs ont plus de poids que les événements positifs. Ce qui amène à une question derrière qui est en fait, ce serait quoi le job de l'école? Est-ce que ce serait finalement de rendre les enfants heureux ou en fait, ce qu'on attend de l'école, et c'est peut-être pas tout à fait la même chose, c'est d'éviter que l'école soit une source de souffrance ou qu'elle rende les élèves malheureux. D'accord? Et peut-être que ce qu'on peut tirer comme bénéfice éducatif ou comme apport éducatif de ces deux postures n'est peut-être pas exactement la même chose. Alors, si je m'intéresse aux sources de souffrance ou de mal-être à l'école, là, on a quand même une série de travaux assez convergents qui mettent en avant deux choses. Il y a deux choses qui sont vraiment des sources de mal-être à l'école. C'est le rejet social et les mauvais traitements, donc notamment entre pairs, mais pas que, notamment donc, quand on est victime de harcèlement, euh, quand on se sent exclu par les autres, mis sur la touche, euh, donc, et quand on subit des violences, du coup aussi. Mais aussi, ça peut être dans les relations entre élèves et enseignants. Donc, quand on a l'impression que on a des enseignants finalement qui nous maltraitent, qui nous humilient, qui sont méprisants, qui abusent de leur autorité, eh bien là aussi, ça peut susciter vraiment des mal-être assez prononcés. Il y a une deuxième source de mal-être à l'école, et j'ai entendu des allusions à ça à la fin de votre discussion, c'est la peur de l'échec euh, et les pressions liées à l'évaluation normative. Donc tout ce stress, cette anxiété autour des évaluations, ou plutôt des notes, des bulletins et d'une forme de classement entre élèves. Donc ici, c'est pas, le problème n'est pas l'évaluation en soi, c'est vraiment l'évaluation normative, ça veut dire où on classe, où on se compare les uns les autres. D'accord? Ça, on sait que c'est une source de stress et de mal-être importante à l'école. Ok, donc ça pourrait être en fait des objectifs éducatifs intéressants dans cette logique de école où on prend peut-être un peu plus soin du bien-être des élèves, c'est d'éviter en fait les situations de rejet de mauvais traitement et de diminuer ces pressions liées à l'évaluation normative. Ce qui m'amène en fait à cette dérive potentielle dans cette logique-là, qui est ce qu'on pourrait appeler l'instrumentalisation de la question du bien-être. C'est-à-dire que le bien-être devient, simplement on va s'intéresser au bien-être parce que c'est un outil pour favoriser la réussite scolaire. Pas parce que le bien-être nous intéresse en soi, mais parce que on voit ça comme un levier pour favoriser l'accrochage scolaire ou favoriser la réussite. Avec cette logique de dire, bah, si les élèves se sentent mieux à l'école, ça va les aider à réussir. Alors là aussi, on a une série de travaux qui sont plutôt des études longitudinales, donc on suit les élèves dans le temps pour voir ce que ça donne. Et là, les résultats sont pas très concluants. C'est-à-dire qu'en fait, étonnamment, autant quand on fait une photographie à un moment donné, on voit qu'il y a une corrélation entre bien-être et réussite scolaire, mais quand on suit les effets dans le temps et qu'on essaie de regarder dans quel sens ça va, en fait, il y a toute une série de travaux qui montrent plutôt qu'il y a une relation qui est dans l'autre sens. C'est qu'en fait, réussir favorise le bien-être à l'école, plus que le mal-être à l'école amène à l'échec. Euh,
Donc là, on a une série de travaux, d'ailleurs, qui sont menés dans différents courants, qui sont plutôt peut-être, pour certains en tout cas, contre-intuitifs, qui montrent qu'en fait, le bien-être contribue pas tellement que ça à la réussite. Ce qui, quand on réfléchit un peu au processus d'apprentissage, n'est pas tellement étonnant. Hein. Vous pouvez être très bien, vous pouvez être très motivé, mais si en fait vous n'avez pas une pédagogie qui vient vous challenger, qui vous nourrit sur le plan intellectuel, qui vous amène à faire des choses intéressantes, ben, en fait vous n'allez pas progresser. Par contre, être en échec de façon répétée, recevoir régulièrement des feedbacks, des rétroactions qui vous disent que ça ne va pas, euh, et vous faites des efforts et malgré ça, vous n'y arrivez pas, ben ça, en fait, ça abîme le bien-être. Et finalement, c'est pas très étonnant quand on y pense, parce que quand même, les attentes institutionnelles de l'école, globalement, c'est apprendre. D'accord? Donc, faire l'expérience qu'on peut rencontrer les attentes de l'institution quand on est à l'école, ça paraît important pour se sentir bien à l'école. Si vous allez année après année à l'école et qu'en fait, le message institutionnel qu'on vous donne, c'est vous n'êtes pas adéquat, vous n'êtes pas à niveau, etc., c'est très, très difficile de se sentir bien à l'école. Donc, il y a là quelque chose, à mon avis, qui était intéressant, euh, qui montre qu'en fait, ça ne sert à rien de vouloir instrumentaliser le bien-être pour favoriser la réussite scolaire. On peut investir beaucoup dans le bien-être, ce n'est pas nécessairement pour ça qu'on aura plus de réussite scolaire. Par contre, on peut faire attention à deux choses. On peut faire attention, et vous y faisiez allusion avant, à faire des évaluations qui sont moins menaçantes pour les élèves, qui rendent davantage visible leur progression, qui donnent des rétroactions, des feedbacks, qui aident à voir comment on peut avancer. Donc, essayer de diminuer cette pression, ce stress lié à l'évaluation, et au contraire, en faire un outil où on a le droit de se planter, on a le droit de faire des erreurs, et on apprend de ces erreurs, et ce qui compte, c'est qu'on progresse. Et plutôt que d'avoir juste des mauvaises notes et nous dire qu'il faut plus travailler, on nous donne des feedbacks beaucoup plus précis qui disent, OK, par rapport à tel objectif d'apprentissage, t'en es là, ça a l'air d'être bien maîtrisé, mais ça, pas trop. Tiens, mais alors tu pourrais faire ceci ou ça, tu pourrais aller consulter telle personne, tu pourrais aller à telle page du manuel, refaire tel exercice, etc. Et la deuxième chose, qui est importante par rapport à ça, et aussi par rapport à toute la question, je dirais, plus de la motivation, c'est la question des contenus ou des tâches qu'on nous donne à faire. C'est faire des choses qui ont, pour être bien, c'est chouette de faire des choses qui ont du sens. On voit la signification que ça a. Des choses dont on voit la finalité, dont on voit le but, et des choses qui me donnent un pouvoir d'action. C'est un enjeu évidemment important. Comment est-ce que l'apprentissage à l'école peut aider au bien-être? Ben, que j'apprenne des choses où je me dis, ouais, mais ça, en fait, ça m'aide à comprendre le monde qui m'entoure, ça m'aide à agir dans le monde qui m'entoure, ça me donne du pouvoir d'action. C'est dans ce sens-là que je voulais parler. Donc voilà, là, on arrive vraiment à voilà, des choses qu'on pourrait travailler dans l'école pour favoriser le bien-être et avoir peut-être plus de synergie entre bien-être et apprentissage. J'en arrive à ma troisième tension, ou troisième dérive potentielle, euh, que je qualifierais ici d'injonction à être heureux. Euh, je vous ai dit tout à l'heure, je pense que ça peut vraiment avoir des apports de mettre en avant cette question du bien-être à l'école, euh, mais il ne faudrait pas que ça devienne une pression en plus, avec une vision de dire, bah, en fait, non seulement il faut être bon dans les notes, en plus, il faut être bien et l'afficher sur Instagram. Euh, ce qui est en termes éducatifs invite aussi à se demander, mais quand on veut favoriser le bien-être à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met le focus sur le développement personnel ou sur le vivre ensemble? Je ne dis pas que ce n'est pas incompatible, mais juste pour faire comprendre mon propos, je force un peu le trait. Ça renvoie à la question finalement aussi, est-ce qu'on peut être heureux tout seul? Est-ce que le bien-être, c'est juste une question de compétences émotionnelles ou socio-émotionnelles personnelles? En fait, ça renvoie à moi. Euh, Est-ce qu'être heureux, c'est une question juste de compétences personnelles et de se débrouiller tout seul dans la vie pour développer les bonnes compétences, ben, avec le risque évidemment que ça pousse au narcissisme. Okay, je me regarde le nombril, je suis tellement bien, ou le repli sur soi. Donc on sent, voilà, il y a cette idée de pression sur les individus finalement. Non seulement on va devoir être efficace à l'école parce qu'on doit réussir, mais en plus il faudrait qu'on soit bien, parce que ça devient une injonction, ça devient la norme. Et avec le risque de pousser vraiment aussi vers un individualisme finalement. Ben, chacun doit être heureux. Or, en fait, qu'est-ce que les travaux de recherche sur le bien-être
nous disent, et c'est le deuxième élément que je montrais tout à l'heure comme pôle de difficulté ou de souffrance pour les élèves à l'école, c'est les relations sociales. Tous les travaux de recherche sur le bien-être pointent vers l'importance et le rôle central des relations sociales dans le bien-être. Euh, c'est le deuxième pôle, si vous voulez, par rapport au premier qui était vraiment plus cette pression à l'évaluation et cette question du sens de l'école. C'est le deuxième élément, c'est les relations. Donc, je vous le disais, les relations avec les enseignants. Comment développer des relations avec les enseignants qui ne sont pas trop conflictuelles, qui ne sont pas stigmatisantes, qui vont éviter le chantage affectif, l'abus de pouvoir. Donc là, on est plutôt vraiment la relation adulte-jeune, et puis on est la relation avec les pairs. Comment travailler l'accueil, comment travailler l'intégration, le groupe, éviter le rejet, éviter l'exclusion, euh, la stéréotypisation euh, au sein des groupes de pairs. Et ça, évidemment, on peut le travailler avec des programmes de lutte contre le harcèlement, des choses comme ça. Mais on peut aussi essayer de travailler le climat de la classe. Et ça renvoie à un élément central en termes pratico-pratiques, si vous voulez, c'est comment on travaille à l'école. Est-ce qu'on apprend tout seul, chacun pour soi, en compétition avec les autres, en se comparant, y compris parfois avec peut-être des adultes qui mettent l'accent sur la comparaison, etc. Ou est-ce qu'on travaille de façon plus coopérative, en collaboration, on apprend ensemble. Et donc là, ça renvoie aussi à des questions de pédagogie. Donc, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que la classe, c'est comme maintenant que vous êtes ici, vous êtes tous tout seuls assis et vous m'écoutez? Est-ce que c'est ça l'essentiel de la journée à l'école? Et plus important, est-ce que c'est comme ça qu'on travaille le bien-être? Ou est-ce que justement, on va travailler en collectif euh, ces questions-là? Voilà, donc j'ai pointé trois dérives possibles, une autour de la définition même du bien-être et ces distinctions joie-plaisir, euh, une autre autour de euh, ces questions d'instrumentalisation du bien-être au service d'une réussite et de plus de performance scolaire, alors qu'en fait, peut-être qu'une des difficultés par rapport au bien-être, c'est tout le temps cet accent sur la performance et pas tellement sur la diversité des compétences et la progression, et finalement sur est-ce que c'est quelque chose d'individuel ou est-ce que c'est quelque chose de collectif où on est ensemble, on coopère. Et donc, je terminerai par, si vous voulez, quelques éléments qui me paraissent clés par rapport à ça. Une question centrale, plutôt pour la pratique éducative, c'est est-ce que ça veut dire que mettre l'accent sur le bien-être à l'école, ça veut dire qu'on doit faire plus, on doit rajouter des activités dans la journée scolaire pour s'occuper dans des temps dédiés du bien-être. Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'en fait, c'est une opportunité pour se reposer des questions et faire autrement? Donc, pas faire plus, pas demander aux enseignantes et aux enseignants de faire plus, mais les inviter à faire autrement, en lien avec le sens de leur métier et les missions de l'école. Autrement, à trois niveaux, dans le fait de prendre soin des relations. Comment est-ce qu'on prend soin des relations à l'école avec les élèves, avec les familles, mais aussi au sein des équipes éducatives? Deuxième élément, ça nous interroge sur qu'est-ce qu'on apprend à l'école, quel est le sens de ce qu'on apprend à l'école et comment on l'apprend. Est-ce qu'on l'apprend d'une façon qui nous fait vivre des choses collectivement, qui nous rapproche des autres, qui nous fait aussi peut-être percevoir aujourd'hui avec l'action environnementale combien on est inséré dans un tissu vivant qui nous dépasse et qui n'est pas juste les êtres humains, mais aussi tous les êtres vivants et toute la nature qui nous entoure. Et troisième élément, c'est ben, réinterroger sur qu'est-ce qu'on évalue. Est-ce qu'on met toujours le focus sur les éléments qui ont le plus d'importance pour l'avenir de nos jeunes dans l'évaluation? Est-ce qu'on est vraiment sur les questions essentielles? Est-ce qu'on évalue, est-ce qu'on valorise suffisamment une diversité de savoirs et de compétences qui sont utiles dans la vie, mais qui ne sont pas toujours très valorisées à l'école? Et comment on évalue? Comment on fait pour que cette évaluation soit moins menaçante, mais soit vraiment une vraie occasion de grandir et de progresser? Je vous remercie pour votre attention. Euh, Pascal, tu veux me donner la parole, c'est ça? On n'entend plus la salle là.
Oui, je te donne la parole tout de suite. Non, non, Je mais te... je veux pas, je ne veux pas m'arroger un rôle particulier. C'est juste que, euh, bon, dans l'ordre. Tu veux que je réagisse maintenant? En fait, je voudrais un petit retour rapide de peut-être quelques minutes sur l'intervention qui vient d'avoir lieu. Merci beaucoup, Ouais. Benoît. Et c'était absolument passionnant, très riche, et je pense que ce sera très complémentaire d'entendre Marina après. Donc, juste quelques minutes pour donner après la parole à Marina, et puis après un retour plus global sur les deux interventions, si ça te convient. Oui, oui, ça me va très bien. Bon, moi, alors d'abord, il faut que je me présente. Moi, je suis philosophe. Je suis du même laboratoire que Pascal. Donc, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais j'ai eu beaucoup de plaisir et d'intérêt à vous entendre. Et bon, j'ai très bien compris les trois dérives potentielles que vous évoquiez. Je remarque une chose. Parce que j'ai fait quand même un peu d'anthropologie et je remarque que derrière des différences de vocabulaire, on retrouve beaucoup cette distinction entre la réussite d'une activité technique et le plaisir qu'on en a. Et donc ça me paraît très important à souligner. Je pense en particulier au livre de François Sigaud, qui est un anthropologue des techniques aujourd'hui décédé, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Homo Faber, que vous connaissez peut-être. Et dans ce livre, il fait la remarque suivante, c'est que techniquement, les animaux arrivent effectivement à avoir toutes sortes de réussites, mais il y a quelque chose qui lui paraît tout à fait spécifique dans le cas de l'espèce humaine, c'est que derrière la réussite, il faut aussi qu'il y ait la joie de la réussite. Voilà. Et que c'est ça, en fait, le but fondamental de l'activité technique. Alors, il le dit de façon presque un peu naïve. Je peux vous donner une citation que j'ai retrouvée tout en vous écoutant. Donc, dans ce livre qui s'appelle Comment Homo devint Faber, il fait remarquer, page 126, chez l'animal, l'intelligence est un moyen. Chez l'homme, elle peut devenir une fin, ce qui implique que son exercice s'accompagne d'un plaisir spécifique. Alors là, peut-être vous diriez joie. Son exercice qu'il faut bien distinguer de son usage, tel celui qu'en fait l'animal. Car dans l'exercice de l'intelligence, le plaisir n'est plus seulement dans le résultat, manger la banane enfin attrapée, mais dans la réussite, le fait d'être arrivé à attraper la banane. Alors, derrière cette différence de vocabulaire, hein, j'ai bien conscience que euh, vous aviez distingué plaisir et joie. Moi, j'ai l'impression que ce qu'il est en train d'évoquer, c'est la joie. Et que c'est évidemment ça qu'il faudrait réussir à, comment dire, à mieux isoler à l'école pour que on en fasse un thème de l'activité pédagogique elle-même. Donc là, je crois que c'est vraiment quelque chose de très très profond que vous avez évoqué, grâce à cette distinction entre plaisir et joie, plaisir un peu éphémère, et puis joie d'être parvenu à, euh, à maîtriser une activité pour elle-même, en quelque sorte, et finalement, quelle que soit l'activité, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un but utilitaire, elle peut avoir tout autre but. Finalement, ce qui est important, c'est cette idée de joie. Donc ça me paraît être quelque chose de tout à fait fondamental. Alors, l'autre chose qui m'a beaucoup intéressé et presque amusé, c'est que vous avez employé une expression, vous avez dit avoir le droit de se planter. Et avoir le droit de se planter, moi j'ai l'impression que dans le système français, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà, on n'a pas le droit de se planter. En tout cas, moi j'ai beaucoup souffert à l'école de ça, et je pense que je suis pas du tout le seul. Donc là, je crois il y a vraiment quelque chose à bien mesurer, et vous y avez insisté à la fin aussi, hein, quand vous avez fait remarquer que euh, finalement, dans le but qu'on pourrait avoir, qu'est-ce qu'il faudrait faire, sinon justement comment réussir à faire une évaluation? Eh bien, réussir à faire une évaluation correcte, ça ne peut pas être simplement euh, réussir l'activité qu'on a proposée, hein. Il y a autre chose dans l'évaluation qu'il faut prendre en compte. Vous avez parlé de la progression, ça me paraît complètement fondamental parce que ça personnalise les choses.
Euh, Moi, je sais que quand j'enseignais en terminale, j'étais prof de philo, je rendais les copies individuellement. Alors, bon, tout le monde était complètement stupéfait, mais voilà, je passais une heure et je m'asseyais à côté de chaque élève, voilà, d'égal à égal, et les yeux dans les yeux, et on pouvait discuter à ce moment-là, effectivement, de quelque chose comme une progression. Et ça me paraît être quelque chose aussi sur lequel il faudrait beaucoup insister, parce que là, il y a de la reconnaissance. Et ça me paraît être un point sur lequel vous avez aussi beaucoup insisté. Je pense que il y a souvent un déficit de reconnaissance, alors que évidemment c'est comme ça que qu'on est heureux à l'école, hein. C'est quand on a une reconnaissance à la fois de celui qui enseigne et de vos pairs. Alors évidemment, la question la question de la reconnaissance par les pairs est extrêmement difficile ne serait-ce qu'à voir du point de vue de l'enseignant, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est-à-dire que d'un certain côté, bon, ben, les élèves forment un groupe dans lequel on ne veut pas entrer. Et c'est notre fonction, au contraire, implique d'avoir un certain retrait. Mais au moins, on peut juger, on peut s'en tenir à la reconnaissance de l'élève dans son individualité et dans sa progression. Donc ça me paraît aussi tout à fait important, et ça rejoint évidemment tout un courant philosophique, hein, en particulier allemand, hein, sur l'idée d'une reconnaissance mutuelle. Euh, Sinon, j'ai tout à fait conscience aussi du fait que si l'injonction à être heureux devient une norme à partir de ce moment-là, c'est une pression de plus. Et donc, j'ai l'impression que les élèves pourraient faire semblant d'être heureux aussi, hein. Comme un peu Rousseau disait dans le Contrat social, on les forcera d'être libres, on pourrait aussi les forcer d'être heureux. Donc là, il y a un vrai écueil, à mon avis, et qu'il faut évidemment, dont il faut avoir bien conscience, parce que finalement, si on thématise pour, euh, pour elle-même cette idée de bonheur, on risque d'un certain côté d'en faire une norme, alors que c'est précisément ça qu'il faudrait réussir à éviter de faire. Donc là, il y a une vraie difficulté. Et pour finir, et pour revenir en fait au début de votre exposé, vous faisiez remarquer que finalement, le débat philosophique et scientifique sur la notion de bien-être n'était pas absolument stabilisé, mais d'un certain côté, ça ne peut pas l'être. Voilà, ça ne peut pas l'être. Et c'est peut-être très bien comme ça. C'est-à-dire que le consensus est toujours à trouver, et c'est quelque chose qui doit relever des situations beaucoup plus que d'une espèce d'une norme générale. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Jean, ça a complété vraiment très très bien. Et je donne la parole tout de suite à Marina et puis je te laisse enchaîner directement après, Jean. D'accord, merci beaucoup. Je me présente, je suis Marina Schwimmer, je suis professeure de fondement de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal, au Québec, au Canada. Je suis plutôt philosophe de l'éducation et j'ai beaucoup été intéressée par ce qui a précédé, et je vais rebondir en fait tout de suite sur la question en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Monsieur Galland a parlé du fait qu'on instrumentalise actuellement beaucoup le bien-être en vue de la réussite. Et puis ensuite, il a renversé le problème et il a proposé cette question de l'injonction à être heureux. Et c'est sur cette question-là que je vais m'attarder plus particulièrement. Parce que en faisant du bien-être une injonction, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on instrumentalise l'école en vue du bien-être. Et donc, c'est cette instrumentalisation-là que je crois à laquelle il faut faire attention. Euh, la préoccupation pour le bien-être est présente dans différents contextes internationaux, et elle se présente de manière différente. Et moi, je me situe en Amérique du Nord et je sais qu'il y a des différences assez importantes dans la manière dont on comprend l'injonction au bien-être et aussi dont on la met en œuvre. Je pense que les réflexions s'appliquent tout aussi bien en France, mais vous me pardonnerez peut-être quelques disparités. Euh,
Donc, c'est ça, elle se reflète de manière différente dans les politiques locales des nations, mais il semble qu'il y ait une tendance générale qui s'oriente désormais dans le sens de la formation de compétences sociales et émotionnelles en vue du bien-être. Et par formation de compétences sociales et émotionnelles, je veux dire, par exemple, qu'on va former les élèves à l'empathie, à avoir de bonnes capacités sociales, à savoir s'autoréguler, ou à être plus résilient. Donc, des qualités qui sont propres à mener au bien-être. C'est une solution qui est promise tant par l'OCDE que par l'UNESCO et qui est adoptée par de nombreuses nations et qui est aussi largement appuyée par les avancées scientifiques en psychologie et en neurosciences. Et une influence importante de cette approche au bien-être, bien qu'elle ne soit pas la seule, vient de la psychologie positive. Donc, les psychologues de cette tradition, contrairement aux psychologues classiques qui étudient les maladies mentales et les déviances, ont commencé à étudier les personnes qui se considèrent comme étant heureuses, optimistes et accomplies afin d'identifier les traits de caractère qui sont corrélatifs. Et donc, il conviendrait de développer chez les personnes, par exemple, la compassion, les tendances prosociales, l'altruisme. Et donc, à partir de ces traits, il s'agirait de fournir aux élèves les moyens de développer ces traits pour leur permettre de vivre des vies plus heureuses. À première vue, cette promotion du bien-être des élèves se présente comme progressiste, soucieuse de contribuer au développement et à l'apprentissage de tous les enfants dans un esprit de justice sociale et d'inclusion. Cependant, plusieurs chercheurs des sciences humaines et sociales ont dénoncé cela comme étant un projet mal informé et même peut-être dangereux. Effectivement, et ici, je ne veux pas sonner alarmiste, en fait, ce n'est pas du tout mon objectif, mais je crois qu'il est important d'aller étudier les dérives possibles pour savoir faire les bonnes distinctions quant à la manière de procéder quand on réfléchit à la manière dont on veut implanter des pratiques de bien-être à l'école. Donc, effectivement, de nombreux critiques ont défendu que le bien-être ou l'épanouissement ne devrait en aucun cas être considéré comme une finalité éducative, incluant même récemment des spécialistes de l'épanouissement. Au cœur des critiques se trouve l'idée que la définition du bien-être comme objectif ne peut se faire sans déterminer à l'avance une norme du bonheur ou de l'épanouissement, de ce qu'un élève épanoui devrait être, devrait faire ou à quoi il ou elle devrait ressembler. Cela peut s'avérer problématique d'un point de vue éducatif. Et ça revient un peu à la distinction qui a été faite plus tôt entre ce qui est de l'ordre de l'instruction et de l'éducation, donc d'une conception plus élargie de l'éducation. Car les valeurs qui sont intégrées dans toute définition du bien-être et les pratiques qui en découlent peuvent entraver la possibilité pour les élèves de définir pour eux-mêmes ce qu'est une vie bonne en fin de compte. Donc, comme nous le verrons, les modèles prédéfinis de bien-être peuvent contribuer au développement de pratiques pédagogiques qui influencent et façonnent les subjectivités, donc les manières de penser, d'être, de manière paternaliste, donc d'une manière qui contrôle ses pensées. Qui décide en fait pour autrui ce qu'est une bonne façon de faire, sans laisser la personne elle-même décider pour elle-même. Donc, je propose ici de présenter 4 critiques majeures présentes dans la littérature, puis si j'ai le temps d'examiner un exemple plus particulier de pratique pour analyser un exemple concret, celui qui est très populaire au Québec, je ne sais pas s'il est populaire en France, de la méditation pleine conscience. Donc, une première critique se trouve dans les travaux de Catherine Ecclestone et Dennis Hayes, qui considèrent le tournant qu'ils nomment thérapeutique, c'est-à-dire excessivement sensible à la vie intérieure de l'enfant et à l'importance de développer des compétences sociales et émotionnelles comme dangereux. D'une part, ils craignent que ces tendances créent des sujets individualistes, narcissistes, trop centrés sur eux-mêmes et donc incapables de fonder des communautés. Mais surtout, ils craignent qu'en ouvrant trop l'espace où l'on aborde les difficultés vécues par les élèves, cela les amène à interpréter tout ce qu'ils vivent en fonction de leur vie intérieure et de leurs sentiments, alors qu'ils ne le faisaient peut-être pas auparavant, contribuant ainsi involontairement à les rendre plus vulnérables. Autrement dit, cela pourrait contribuer à normaliser les mauvaises expériences d'une minorité d'enfants en les considérant comme des difficultés universelles que nous avons tous. Plus important peut-être encore,
Ecclestone et Hayes considèrent que le souhait de protéger les élèves de toutes les émotions négatives et l'attente que tous les élèves acquièrent de la confiance en soi, apprennent avec enthousiasme et développent une intelligence émotionnelle, finissent par formater la manière dont l'enfant doit vivre et exprimer ses émotions et la manière dont ils doivent faire l'expérience des apprentissages scolaires. Comme il le dit, cela impose une orthodoxie des sentiments appropriés. Il donne des exemples de la manière dont l'orthodoxie serait transmise par le biais de séances de discussion sur les émotions, par exemple, qui suggèrent aux élèves des manières préconçues de donner un sens à leurs expériences, par exemple en disant que ceci reflète un manque d'estime de soi et qui devient à partir de là presque impossible de remettre en question. Donc, cette première critique, on pourrait la nommer de façon globale une critique de l'orthodoxie de l'émotion. Une deuxième critique, donc, est d'une manière assez similaire. Plusieurs personnes ont critiqué le fait que les conceptions dominantes du bien-être promeuvent des pratiques et des valeurs qui contribuent à façonner des subjectivités néolibérales. Et ici, néolibéral est à saisir comme faisant partie d'un système social et politique global fondé sur des principes capitalistes comme la compétition et la performance. Donc, comme le dit par exemple Kingfisher, ceci n'est pas une coïncidence si la pensée positive, l'autorégulation, l'examen de conscience et l'esprit d'entreprise, qui sont les finalités promues dans les discours et les pratiques sur le bien-être, sont également les qualités requises dans l'économie capitaliste. Par exemple, en incitant les élèves à des pratiques relaxantes, comme par exemple la méditation ou la respiration, on leur apprend essentiellement à s'autoréguler pour mieux faire face au stress et à l'anxiété qui est provoquée en partie par la compétition scolaire et les exigences de performance pour pouvoir rester motivé, persévérer encore et toujours. Donc, selon les critiques, en offrant des voies d'apaisement, ces techniques formeraient l'élève afin qu'il soit en mesure de supporter les effets anxiogènes engendrés par le néolibéralisme et participerait donc indirectement à sa consolidation. Par ailleurs, ces auteurs estiment qu'en accentuant la responsabilité de chacun, à savoir se réguler lui-même et faire advenir son propre bonheur, eh bien, cette culture du bien-être et les pratiques qu'elle promeut contribueraient à amoindrir la nécessité de critiquer cette forme de néolibéralisme, le capitalisme ambiant. Donc, en apprenant aux élèves à gérer leurs émotions et à travailler sur lui-même, cet élève apprend à considérer les méfaits anxiogènes de la concurrence généralisée imposée par le néolibéralisme et par l'école comme un conflit qui serait interne, un conflit qui lui est propre et qu'il doit régler lui-même, et non comme un pouvoir qui est extérieur à lui qu'il pourrait, par exemple, dénoncer. Donc, ces techniques visant le développement du bien-être des élèves peuvent alors être conçues comme des moyens d'assujettir la population au principe de la performance et de la concurrence en lui inculquant depuis l'enfance les moyens de surmonter le stress, l'anxiété générée par le néolibéralisme. Donc, la deuxième critique ici serait créer des individus néolibéraux. Ensuite, troisième critique importante, un modèle prédéfini. Encore, la question est vraiment dans la manière dont on prédéfinit ce qu'est un être humain heureux et bien, et donc dont on prédéfinit le bien-être. Donc, un modèle prédéfini de bien-être ou d'épanouissement peut être considéré comme inquiétant, non seulement parce que, comme je viens de le dire, il est aligné avec les exigences économiques de notre époque, mais plus largement encore parce qu'il impose un modèle de bonheur unique basé sur la positivité. En référence aux travaux de Sarah Ahmed, il est possible de défendre que l'injonction au bien-être n'aide pas à cultiver le bonheur de tous les membres de la société de manière égale. Ahmed a montré de manière assez convaincante comment le bonheur a servi historiquement à justifier des formes d'oppression et d'assimilation. Par exemple, sous prétexte que les personnes issues des Premières Nations au Canada n'étaient pas heureux, selon les attentes occidentales établies, il semblait justifié de les civiliser.
Même si le souhait de les voir trouver le bonheur pouvait être sincère, ce que l'on souhaitait avant tout était qu'ils trouvent le bonheur sans compromettre les équilibres établis des sociétés occidentales, imposant ainsi un ordre moral à tous. Euh, Il en va de même, par exemple, pour la place des femmes dans la société. Et je poursuis avec l'argument de Sarah Ahmed. Car on attend souvent d'elles qu'elles trouvent le bonheur, mais sans perturber le rôle qui leur est assigné, celui de bonne fille ou de gardienne du foyer, par exemple. La femme qui refuse d'être heureuse dans le rôle qui lui est assigné sera souvent considérée comme étant de mauvaise foi ou étant tout simplement rabat-joie. Ce point de vue considère le bonheur comme une question individualisée et intériorisée, une question de choix personnel où la personne est elle-même responsable d'être heureuse ou non. Cette vision psychologisée ne tient pas compte du fait que les émotions sont également relationnelles et que le fait d'exiger que quelqu'un soit heureux, lui dire de sourire, par exemple, peut être oppressif dans certains contextes. Sur cette base, il est possible d'affirmer que les attentes selon lesquelles chaque étudiant devrait trouver le bonheur ne tiennent pas compte du fait que les conditions et les relations sociales et politiques préexistantes, qui sont, elles, inégales, peuvent de manière bien compréhensible empêcher un épanouissement égal pour tous. En outre, on peut craindre que l'agenda du bien-être, avec son injonction à se sentir heureux, ne soit utilisé comme un instrument pour rendre les élèves, en particulier ceux issus de milieux moins privilégiés, plus dociles et s'assurer qu'ils acceptent et maintiennent le statu quo. Donc, c'était la troisième critique que je voulais discuter. Enfin, le dernier argument que je souhaitais explorer est inspiré de l'existentialisme et postule que la souffrance et la douleur sont des dimensions complexes, paradoxales et inévitables de l'existence humaine. Et selon certains, les écoles devraient leur accorder plus d'importance. Peter Roberts, par exemple, soutient qu'il est normal et même souhaitable que l'école soit une source d'inconfort, de doute et de malaise, car ces sentiments peuvent nous aider à grandir en tant qu'individus en nous obligeant à prendre du recul. Le philosophe existentialiste Kierkegaard, qui a inspiré Roberts, considère le désespoir et la conscience de soi comme un trait humain distinctif et méritoire dont tout individu devrait être conscient. Dans un monde où nous attendons que des étudiants qu'ils soient ouverts à la révision de leurs croyances, il faut s'attendre à la présence de formes d'angoisse. Ainsi, le bien-être en tant qu'objectif éducatif pourrait risquer de détourner notre attention du potentiel éducatif de l'inconfort ou même de la souffrance causée, par exemple, par l'obligation de participer à des activités que l'on trouve initialement insensées ou par le fait de se trouver impliqué dans des situations ou des relations peu harmonieuses. Donc, la quatrième critique discutée ici serait liée à celle de l'inconfort de la dimension éducative. Donc, j'ai examiné les 4 critiques et je vais arriver bientôt à l'exemple de la présence attentive. Donc, si les efforts en vue de faire du bien-être une finalité éducative sont susceptibles de mener à des effets néfastes, comme je viens de le montrer, comment alors traiter l'importance du bien-être des élèves? Il ne s'agit évidemment pas d'arrêter de se préoccuper du bien-être, bien entendu, qui est d'une importance évidente, mais sans doute faut-il faire attention dans notre approche et éviter de considérer le bien-être comme une finalité à atteindre à tout prix. C'est en finalisant le bien-être et en constituant un modèle de ce qu'il devrait être à l'avance que les problèmes semblent surgir. En effet, ce qui unit plusieurs des critiques présentées ici est le fait qu'une conception prédéfinie du bien-être puisse en venir à imposer une vision unique de ce qu'une vie bonne constitue. Et ce qui va à l'encontre, en fait, de la valeur libérale, de liberté individuelle qui est chère à nos démocraties libérales. En effet, des pratiques visant le bien-être pourraient en venir à constituer des formes de conditionnement ou de façonnement du comportement à force d'être pratiquées de manière irréfléchie.
Et donc, pour revenir à cet exemple donc d'autorégulation, comme la méditation pleine conscience, qui je suis pas certaine qu'elle soit encore très présente en France, mais elle est très, très présente au Québec et je crois qu'elle commence à se diffuser largement dans tous les pays occidentaux. Et cette pratique, elle consiste en fait à se mettre dans une position pour méditer et porter son attention sur le moment présent sans jugement de valeur, en étant tout simplement présent et attentif au moment présent. Et donc, ces pratiques de méditation sont enseignées pour aider les élèves à s'apaiser, à réduire leur stress, à se concentrer, à être attentifs à la situation et surtout à apprendre à contrôler leurs émotions et leurs pensées et leurs comportements en vue de créer un climat de classe qui soit bien propice à l'apprentissage. Donc, ces techniques peuvent être menées par les individus de différentes manières, évidemment, et c'est précisément là que la dimension éthique, celle de ne pas imposer une vision de la vie bonne, entre en jeu. Le type de relation qu'un individu développe avec lui-même par le biais de ses pratiques est vraiment très importante. Est-ce qu'il s'agit d'une relation d'obéissance, de guidance, une relation de soin, de critique, de résistance même peut-être? Les techniques en elles-mêmes ont peu de sens en dehors de la relation que l'individu développe avec elles et cela semble être un des points aveugles de nos réflexions actuellement sur les techniques de bien-être à l'école. Les éducateurs initient quotidiennement les élèves à un ensemble de techniques en se souciant peu de la manière dont les élèves entrent en relation avec elles. Or, cette relation est liée au type de subjectivité qu'ils développent avec elles. S'agit-il d'une relation où les étudiants, les élèves, sont invités à appliquer aveuglément les techniques pour atteindre ce que le système attend d'eux, donc la performance et la réussite éducative, ou bien apprend-on, par ces techniques, à prendre soin de soi, à donner forme à sa propre vie? Les exercices pratiqués favorisent-ils une attitude critique par rapport à ce qui est attendu, une attitude d'ouverture à la transformation de soi ou à l'affirmation de soi? Ce sont deux choses bien différentes. Et donc, pour aller plus loin avec cette question, il semble important de distinguer deux tendances dans l'implantation des pratiques de méditation pleine conscience. La tendance actuellement dominante que McCall qualifie de mince vise le développement de compétences émotionnelles et sociales comme l'attention, la concentration, l'autorégulation, la résilience, l'empathie. Et la plupart des enseignants interrogés dans une recherche que nous avons menée s'en tenaient à cette tendance en exécutant quotidiennement de courtes périodes de méditation guidée, par exemple une respiration guidée de 5 à 10 minutes, les yeux fermés, les jambes croisées, mains en lotus, avec invitation à observer ses pensées, pour aider les élèves à se détendre et se recentrer. Cette méthode a l'intérêt d'offrir aux élèves un moment de détente pouvant contribuer à leur santé mentale et les aider à se mettre au travail. Cependant, sa fonction première est normalisatrice, c'est-à-dire qu'elle vise avant tout à adapter les élèves aux exigences, aux attentes scolaires et sociales de réussite. Or, ces exigences de réussite et de performance et le type de scolarité normée, régulée, accélérée qu'elles imposent ne sont-elles pas elles-mêmes la cause de plusieurs des malaises dont souffrent les élèves? Comme nous l'avons mentionné, les pratiques de pleine conscience, de méditation, en viennent paradoxalement à aider les élèves à combattre le stress et l'anxiété que l'école est elle-même coupable de produire, permettant ainsi au système de continuer à fonctionner comme il le fait sans remise en question. À noter qu'on propose aussi dans le même esprit au personnel scolaire de pratiquer la pleine conscience pour faire face aux difficultés de leur travail. Il existe cependant une deuxième possibilité, qualifiée de danse par McCall, qui permet de sortir au moins un peu de cette impasse en ouvrant des possibilités de contestation. Elle rappelle, cette deuxième possibilité, les origines bouddhistes de la pratique méditative pour la fonder dans une éthique et la situer dans une visée transformatrice. Donc, une analyse documentaire que nous avons faite a permis d'identifier au moins 3 approches pour mettre en valeur ce type de pratique plus dense de méditation pleine conscience. Donc, la première approche est relationnelle, c'est-à-dire qu'en mettant de l'avant
l'interdépendance réciproque de l'être, donc de soi, des autres, de la nature, le caractère impermanent de toute chose, la méditation pourrait contribuer au décentrement nécessaire, le décentrement de soi, d'être capable de se mettre à l'extérieur de soi d'une certaine façon, nécessaire à la transformation de soi et du monde. Et par exemple, une enseignante que nous avons interrogée utilisait l'écoute attentive, donc l'écoute de sons, de musique, pour aider les élèves à développer l'écoute et en leur demandant ensuite de discuter ensemble de l'importance d'être écouté et d'écouter l'autre. Ainsi, elle cherchait à dépasser une vision fonctionnelle de la méditation. La deuxième approche qu'on a identifiée est réflexive. Elle considère qu'en insistant sur l'importance de porter l'attention sur les pensées et les émotions, en observant nos pensées sans jugement, mais tout de même avec discernement, la pleine conscience pourrait aider le développement de la conscience réflexive et du dialogue en vue de contribuer à une société plus juste et démocratique. Donc, la pleine conscience offrirait à l'élève un moment, un temps présent qui favorise le recul et la prise de conscience du monde et de soi, ainsi qu'une capacité à ralentir, à vivre l'instant présent, développant ainsi une sensibilité à ses besoins réels et non aux besoins qui sont attendus, qui sont dictés par l'école, et une sensibilité à l'état de son milieu de vie. Une troisième approche identifiée pourrait être dite critique. Cette approche considère que la méditation pleine conscience, en éclairant nos expériences dans leur immédiateté, c'est-à-dire avant toute catégorisation conceptuelle, avant de former des idées sur elles, peut contribuer à défaire, désapprendre et transgresser les stéréotypes. Donc, les stéréotypes, par exemple, de genre ou de race qui sont très présents à l'école et qui ont été appris au fil du temps. Donc, en créant cette distance par rapport au concept, l'espace généré permettrait de les voir avec une plus grande clarté et peut-être de développer un esprit critique par rapport à ces catégories, ces stéréotypes. Cependant, pour que la pleine conscience puisse en arriver à ce type de considération, il faudrait bien entendu guider l'élève de manière très active et délibérée dans l'exercice de ces pratiques. Actuellement, la pleine conscience est pratiquée de façon variable dans les écoles, mais constitue surtout une réponse fonctionnelle aux besoins émotionnels des élèves et très rarement un moyen de prise de conscience de soi, du monde, d'autrui en vue de la critique ou de la transformation. Or, nous l'avons vu, la littérature montre qu'il existe des pistes intéressantes pour des pratiques plus denses, mais que cela exigerait une démarche ancrée dans des pédagogies qui sont plus dialogiques, réflexives ou anti-oppressives. Par ailleurs, nos recherches montrent que plusieurs enseignantes voient dans la pleine conscience un moyen de faire vivre aux élèves des manières d'être, de penser et de faire qui sont différentes, et ainsi de les ouvrir à des possibilités critiques en leur montrant ce qui montre une volonté de dépenser en fait ces visions minces qu'on a actuellement de la pratique. Mais l'exercice de telles pratiques denses et compromises par le fait que les enseignants actuellement n'ont pas de formation par rapport à ces enjeux, ni d'espace pour discuter de façon critique des limites et du potentiel éthique de telles pratiques, ce qui semblerait important pour contrebalancer la fonction d'adaptation normalisatrice qui prédomine actuellement et donc enrichir leur potentialité. Donc, dans un contexte où ces pratiques font l'objet d'une promotion nationale et internationale importante et où les enseignants semblent trouver ces exercices très fertiles comme outils pédagogiques, il semblerait très important d'offrir des formations et donc de créer des espaces de discussion comme celui d'aujourd'hui où ces dimensions éthiques et critiques peuvent être abordées. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cet exposé. Je trouve que c'est très clair que vous avez vraiment insisté et éclairé la question du fait que quand le bien-être devient une norme, alors il y a tout de suite des dangers qui apparaissent, des dangers d'instrumentalisation, des dangers
bon, qui entraîne de la part des élèves l'idée qu'il faut se conformer à un ordre ou à une norme. Euh, donc, finalement, c'est un problème philosophique bien connu, c'est-à-dire le fait que une norme exige, pour être suivie, d'être déjà là, en quelque sorte. Donc, il y a une espèce de, il y a une espèce de difficulté à mettre en place une norme puisque précisément il faudrait déjà s'y conformer en quelque sorte. Et donc il y a une espèce de cercle vicieux là. Ça me paraît tout à fait juste. Euh, et évidemment, la grande difficulté, c'est que c'est pas le bien-être ne peut pas être une norme. Hein. Il est individualisé, enfin, ou il devrait l'être. Il peut pas être l'objet d'un formatage, et pourtant il faudrait y contribuer collectivement. Donc ça me paraît être vraiment le nœud du problème. Et je pense que dans les 4 critiques majeures que vous aviez formulées, c'était tout à fait clair. En particulier dans les 2 premières, j'ai eu l'impression que quand vous faisiez remarquer, quand on fait appel à cette idée de vie intérieure, finalement, on oriente déjà la réponse vers une réponse essentiellement individualiste, alors que on n'a toujours pas réglé la question de savoir si, et on ne peut pas la régler, si on peut être heureux seul ou avec les autres. Bon. Et donc évidemment que euh, finalement, une espèce de recette ou une espèce de technique portant sur la vie intérieure pose tout de suite des problèmes. Alors ça, c'était le premier point. Je pense que vous l'avez aussi fait remarquer quand vous faisiez, dans la 2e critique majeure, quand vous disiez que finalement, ça servait finalement une certaine idée de l'individu comme devant se plier à la compétition et à la performance. Et donc, il s'agissait pour l'individu de s'autoréguler par rapport à ses buts. Hein. Euh, Évidemment, tout de suite, on voit la difficulté qu'il y a et euh, le, le vrai problème que ça pose. Alors moi, j'avais quand même une question à poser parce que je suis pas du tout familier de ce que vous avez développé sur la méditation pleine conscience. Je crois que c'est même la première fois que j'entends cette expression. Donc vous voyez combien je suis peu au courant. Euh, Parce que je suis frappé quand même du fait que cette méditation pleine conscience, elle est faite par un individu. Voilà. Donc est-ce qu'on reste pas toujours coincé finalement dans un formatage individuel quand on fait appel à ce genre de technique? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'en la développant en commun, il y a déjà quelque chose qui nous écarte et qui nous permet de faire un pas de côté par rapport à ce que vous dénonciez au début, à savoir la construction d'une norme pour l'individu, une norme où l'individu serait isolé. Donc voilà, je me suis posé la question de savoir si on arrivait par ce biais-là à sortir un petit peu du problème que vous posiez au départ. Euh, et si bon, les différentes approches que vous avez appelées denses, finalement, rendaient compte d'une dimension essentiellement relationnelle du bien-être ou du bonheur. Voilà, donc ça, c'est vraiment plutôt une question que j'avais à vous poser sur la nature de ces pratiques. Mais alors là, de façon vraiment tout à fait, comment dire, tout à fait pragmatique, comment on organise ça? Est-ce qu'on l'organise en classe? Est-ce qu'on organise des sessions? Est-ce qu'il y a un tuteur? Enfin, est-ce que ça redouble une relation pédagogique? Est-ce que ça s'en éloigne, etc. Donc, voilà, c'est un peu la façon dont je réagirais à votre exposé. Je vais peut-être prendre 1 ou 2 minutes pour répondre. En fait, ces pratiques sont à la base très individualisées. Et en fait, si moi j'avais le choix de les mettre en place dans les écoles ou pas, je suggérais de ne pas le faire. C'est juste qu'au Québec, c'est devenu tellement répandu. On a même des formations universitaires maintenant pour l'implanter dans les écoles. Donc, c'est déjà entamé.
Donc, ma contribution, c'est d'essayer de revenir à des principes éthiques plus importants et les gens, effectivement, développent des manières d'adapter ces pratiques-là de manière plus collective et plus éthique et le font justement en ouvrant le dialogue ou aussi en utilisant les principes d'une attention, de présence attentive au moment présent dans des séances de discussion, par exemple. Donc, on emprunte des principes pour essayer de les adapter et les rendre un peu plus adaptés à l'école, mais évidemment, ce sont des pratiques à la base qui sont pratiquement religieuses et donc qui visent une transformation de soi qui est loin de ce que l'école vise. Ben, peut-être pas si loin en fait, mais enfin, bon, l'école est peut-être pas le meilleur endroit pour les mettre en place. D'ailleurs, il y a beaucoup de critiques aussi sur le fait que c'est une pratique religieuse qui ne devrait pas se trouver à l'école, mais c'est évidemment sécularisé, donc D'accord, voilà. d'accord. D'accord, très bien. Ouais, ouais, je vois. Oui, vous avez fait une allusion au bouddhisme au départ. Donc, vous diriez que c'est plutôt lié à ce type de pratique religieuse-là? Ben, on les a empruntées, mais elles ont été adaptées en Occident au début en médecine pour aider les gens. Je veux dire, ça a été d'abord une transformation, mais on utilise cette pratique pour aider les patients à se guérir. Puis ensuite, elle a été empruntée. Maintenant, tout le monde, je veux dire, tous les gens D'accord, que je connais pratiquent la méditation autour de moi. C'est une pratique courante pour prendre soin de soi. On les a implantées dans les écoles. C'est vraiment une pratique privée, personnelle, mais on les adapte à l'école pour, d'accord, donc, le malaise, effectivement, c'est que c'est une pratique très individualisée, mais il y a possibilité, quand on examine la littérature, de voir une manière de densifier et de rendre l'approche plus relationnelle, critique, transformatrice en vue d'une transformation sociale collective. d'accord. Bon, le pas est grand. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour ces derniers éclairages. Et je trouve que ça rend bien compte de la complexité en France. Je ne sais plus si on en avait parlé, Marina, mais il y a 2 ans, je crois, il y a eu une grosse réaction de la Ligue des droits de l'homme qui a accusé la méditation d'être sectaire, hein, et donc liée à l'origine bouddhiste. Ça a donné lieu à un gros travail de la part du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui a publié une note basée sur des recherches qui a conclu au caractère inoffensif de la pratique du point de vue sectaire, mais tout en disant que les résultats pouvaient être variables. On sait aussi par ailleurs que chez certains enfants, ça peut accentuer l'anxiété de se retrouver justement dans cette pratique tout seul avec les yeux fermés ou pas fermés, mais c'est pas une pratique qui va convenir à tout le monde. Et enfin, à l'école, je pense que c'est une chose dont les enseignants ont bien conscience, c'est qu'il n'y a pas de one size fits all. Il n'y a pas une solution miracle qui va convenir à tout le monde. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, je partage l'invitation à la vigilance. La table ronde de tout à l'heure va nous montrer à quel point c'est compliqué parce que finalement, avec tous les arguments qu'on a eus, à la fois de ne pas renforcer la vulnérabilité des personnes en suggérant trop de choses par rapport à l'émotion, mais en même temps en ayant besoin d'accueillir les émotions pour que les personnes qui les ressentent puissent les exprimer. Finalement, il faudrait pouvoir doser, et je pense que c'est là où le travail des enseignants est vraiment un travail extrêmement complexe et difficile, c'est réussir à répondre aux besoins de chacun et de tous. Et le rôle de l'école, c'est avant tout quand même aussi d'être un collectif et dans lequel certes on peut essayer de répondre aux besoins individuels, mais en construisant un cadre collectif, un cadre où on apprend à vivre ensemble. Donc c'est vraiment, je trouve ça extrêmement complexe. Euh, je me demandais comment vous, les élèves de terminale, de seconde et certains de troisième, est-ce que c'est des choses que vous avez pratiquées dans vos classes? Et si c'est le cas, comment vous l'avez vécu? Et si c'est pas le cas, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez envie d'expérimenter? De toute façon, l'idée, vous voyez, en tout cas, c'est de développer votre esprit critique en vous donnant tous les éléments qu'on peut vous donner pour que, si vous les pratiquez, ça soit en connaissance de cause. Et si vous choisissez d'autres voies, eh ben, ça soit en connaissance de cause aussi, en fait. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions On attend une seconde que des mains se lèvent, mais j'entends que Samuel et Chaffé ont des commentaires à faire. Do you have anything? Ok. Yeah, we have some English speakers. Pardon, on a des anglophones dans la salle et donc ils sont en train de se concerter pour faire une traduction loud.
Bon, je pense qu'on avait fait une fois quand j'étais au quatrième, ça fait 7 ans. Et c'était avec Florence, notre professeur de sciences. Et je ne sais pas si c'est une méditation, mais elle nous avait dit de fermer nos yeux et d'imaginer, je pense, imaginer qu'on est dans un lieu, dans un jardin. Et je ne me rappelle pas, mais je pense qu'on devait imaginer des papillons qui faisaient quelque chose. On avait fait ça pour 10 minutes et c'était vraiment relaxant et dans bon esprit pour faire de la science. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, c'était un exemple d'une expérimentation qui a été faite dans un cours de sciences et je trouve ça intéressant que ça a été fait dans le cadre d'un cours de sciences aussi avec l'idée d'une expérimentation C'était avant le une... premier que l'on faisait le matin. D'accord, Oui. d'accord. Donc sur un temps du matin. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres retours par rapport à ça ou de la part des adultes aussi Ça a été mis en place depuis pas très très longtemps en fait, de médecine pour les étudiants en médecine. Ça fait du temps et c'est assez difficile en fait. C'est ouvert maintenant, enfin pas dans toutes les facs, mais je crois qu'il y a quelques-unes des tests la pleine conscience, la méditation. C'est très lié à la notion de care, de formation. D'accord, donc je répète au cas où c'est pas été audible parce que la salle est un peu loin. Donc c'était l'exemple des facs de médecine qui mettent ça en place aussi un peu de la même manière que dans les écoles. Il me semble que là on est exactement dans l'illustration de comment on perpétue un système, c'est extrêmement stressant la fac de médecine, en donnant des outils de régulation du stress pour finalement adapter les usagers au système au lieu de repenser le système. Donc ça, je pense que ça illustre exactement ce que vous disiez. Vas-y. Ça rejoint la notion en ergonomie de la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Là, dans des actions avec des actions psychocorporelles, soit de relaxation, soit de méditation de pleine conscience, on est dans la prévention secondaire. Est-ce qu'on n'est pas justement en train d'apprendre aux gens qui participent à la méditation pleine conscience ou à la relaxation ou des programmes d'accompagnement de gestion du stress, est-ce qu'on n'est pas en train d'apprendre à ces individus justement à fonctionner dans un système qui ne va pas et qui devrait être attaqué plutôt en prévention primaire plutôt qu'en prévention secondaire? Quand on met en place ce type de programme, ça fait partie des vraies questions éthiques qu'on se pose en tant qu'intervenant. Idem, proposer des pratiques psychocorporelles type relaxation ou méditation dans les cours, ça demande un positionnement personnel d'abord de qu'est-ce qu'on fait en tant que formateur quand on propose ça. Moi, je le propose à la fin de certaines séances de PS, reste qui veut. Je me refuse à systématiser en fait la pratique pour tous. Parce que sinon, il y a danger, je pense. Et puis, je propose diverses pratiques de relaxation, méditation de pleine conscience, en expliquant bien les différentes finalités de chaque pratique. Parce que pour certains, ça ira bien pour la relaxation, pour d'autres, ça ne sera pas confortable, pour d'autres, la période de méditation sera agréable, pour d'autres, moins confortable. Et les finalités ne sont pas les mêmes entre méditation de pleine conscience et relaxation. Les finalités ne sont pas les mêmes du tout. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on pratique et à l'éthique quand on propose ce genre de pratique aux élèves. Voilà. Est-ce que vous avez entendu tout ça? Voilà, je vous laisse peut-être répondre les uns et les autres. Hein. Si vous le souhaitez. Moi, j'aurais juste une question d'information. Quand on parle de relaxation, là, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on entend par relaxation dans ce cas-là? Alors, pour relaxation, il y a deux formes de pratiques. Il y a les formes de pratiques que j'ai dans les outils à ma disposition liés au programme pour lequel je suis formée, c'est le CBSM, Cognitive Behavior Stress Management. Vous avez vu, mon accent est parfait. C'est des pratiques de relaxation où là, l'intention est effectivement de relaxer le corps et d'étendre le corps. Quand on est dans une pratique de pleine conscience, on n'a pas d'objectif de réussite. On est juste là pour accueillir ce qui se passe à l'intérieur de nous, avec un support qui peut être soit la respiration, soit les sons extérieurs, soit le support des sensations corporelles, et on prend ce qui vient. Ça peut être agréable, ça peut être désagréable, ça peut être complètement neutre.
l'objectif de la méditation de pleine conscience, c'est juste accepter ce qui est là au moment où on le vit. Par contre, l'intention de la relaxation, c'est vraiment une intention de détente du corps. Où là, on a un guidage, soit il y a le training autogène de Schultz qui fonctionne avec des injonctions et des inductions, sentir la lourdeur du corps, sentir la chaleur de certaines parties du corps. Soit on peut, comme disait l'élève, suggérer des lieux sûrs, le jardin coloré, par exemple, ce sont d'autres formes de méditation, de relaxation, attention, où là, on induit une détente. Et c'est vraiment l'intention de la pratique psychocorporelle. Mais il faut avoir une vraie distance par rapport à l'utilisation de ces outils vis-à-vis des élèves, je pense. Et que l'éthique du professionnel, ces outils-là, entre de mauvaises mains, danger. Et toute la question du développement des compétences psychosociales, c'est ça aussi. Oui, les outils sont bons, mais attention, dans quel but et à quel dessein, et au travers de quelles mains aussi. Parce qu'on est souvent face à un public qui est en difficulté, et que face à un public en difficulté et quelqu'un qui est convaincant dans sa parole, on peut aller vite dans des dangers et des dérives. D'où l'intérêt d'extrêmement bien former et d'encadrer les pratiques. Et oui, la méditation, c'est cool, c'est super, mais pas au travers, pas n'importe comment. Et une vraie intention et pas forcément systématisée, je pense. C'est juste mon point de vue d'enseignante. Merci. Merci. Ben, je trouve que en fait, le fait de prendre le temps de situer les pratiques un peu, c'est une manière de peut-être commencer à tenter de contrer une simple utilisation fonctionnelle de cette pratique. Si on situe la pratique, peut-être qu'on peut même expliquer ce qu'elle est historiquement. Ça devient aussi un travail d'initiation qui est éducatif à quelque chose d'intéressant. Donc, cette pratique existe et ce qu'on peut en faire, donc expliquer ce qu'on peut faire avec cette pratique, parce que de cette façon-là, et surtout si on permet aux élèves de sortir, parce que peut-être que pas tout le monde a besoin de cette pratique-là à ce moment-là, je trouve que c'est une manière peut-être enfin, au moins de faire attention à ne pas l'instrumentaliser. Beaucoup de gens utilisent la pratique avant un examen. Et là, je trouve que le message est différent. Donc, en fait, le contexte dans lequel on initie les élèves à une pratique est important. Et la réflexion qui est faite par Santé publique France, justement, oriente vers ça. Donc, il faut qu'on fasse très attention à nos pratiques et à notre positionnement. C'est une démarche un peu différente de ce qui se passe en Amérique du Nord, je pense. Moi, je trouve que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir les retours des élèves par rapport à toutes ces propositions. Qu'est-ce que vous en pensez? On a encore une petite dizaine de minutes. Ça serait, avant de clôturer, ça serait intéressant d'avoir vos points de vue à vous. Tout à l'heure, on a beaucoup discuté. Vous n'êtes pas élève, madame, mais bon, vous pouvez parler quand même. Alors, par rapport à votre intervention, à l'intervention de l'ex-spécialiste, j'ai regardé les élèves qui étaient là et je me posais la question quel était leur rapport à eux, s'ils trouvaient un enseignant comme Madame Guy, qui est dans cette démarche, des cours, à enquête et en recherche de bien-être et de cette injonction de bien-être, comment vous percevez ça, est-ce que ça vous semble faire part des activités propres et souhaitées de vos enseignants, ou c'est tout simplement quelque chose qui s'ajoute au nombre des activités très importantes et qui sont demandées en permanence aux enseignants et enseignantes pour développer dans leur pratique d'une manière. Donc, voilà, c'était juste cette interpellation que je voulais faire. Monsieur Dupart. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que de rester assis 1 heure et demie sans bouger, c'est très, 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 très mauvais et pour la santé, et pour l'oxygénation du cerveau, et pour l'énergie. Donc peut-être qu'ils sont aussi un peu fatigués. Il y a eu beaucoup de choses assez conceptuelles. Oui, je vois des têtes des signes d'approbation. Les secondes de la lab school, vous pouvez peut-être parler d'une expérience qu'on a fait l'année dernière de relaxation. Ça les a beaucoup marqué, visiblement. Ah, ok. Voilà. Alors, je leur avais parlé une fois j'avais évoqué la scène du contrôle de maths dans
le péril jeune de Cédric Lapiche, Ah oui, c'est où deux élèves arrivent en retard, voient tous les deux qui sont allongés par terre et ils commencent en disant « Ah non, on a trop de maths aujourd'hui ». Et le prof, d'un ton péremptoire, déclare « On ne commencera pas tant que tout le monde ne sera pas calmé ». Et relaxé. Et donc, du coup, un jour, ils ont voulu essayer ça. Donc, un jour, on avait un test de maths, ils ont monté si leur pouvaient faire ça. Et donc, comme on avait le temps, j'ai décidé d'accorder ce moment-là. Donc, peut-être que vous pourriez relater un petit peu vos impressions par rapport à cette mini-expérience. Parle fort, Léo, parle fort. Tu te souviens plus? C'est pas traumatisant. Moi, ce que je trouvais intéressant par rapport à ce que vous avez dit, c'était que si on essaye de mettre en place cette idée d'essayer d'avoir du bonheur à l'école, c'était très important de ne pas perdre de vue le fait qu'on met en place le bonheur à l'école pour le fait d'avoir le bonheur à l'école, pas pour le fait d'avoir des grades qui montent, des notes qui montent. Et je pense que c'est ce que M. Galland avait dit, que c'est très important, c'est cette idée-là, parce que si on met en place le bonheur seulement, le bonheur seulement pour après monter les notes, on perd de vue sur ce qui est vraiment important dans la mise en place. Oui, ça confirme que ça vaut la peine de vous demander votre avis par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres retours? Sinon, je propose peut-être un dernier petit mot de nos intervenants si vous souhaitez ajouter un petit mot. Moi, je souhaite avant tout vous remercier très chaleureusement. Vraiment, c'était extrêmement riche. Je pense que ça va nous compliquer la tâche pour la table ronde suivante parce que maintenant qu'on sait tout ce qu'il ne faut pas faire et qu'on est quand même avec des enseignants qui vont être face aux élèves, eh bien, comment on fait pour prendre en compte toutes ces critiques, ces mises en garde et ces questions tout à fait légitimes? Et en même temps, on ne va pas revenir à l'école de Jules Ferry, qui n'était pas non plus un modèle souhaitable et enviable, je pense. Donc voilà, comment on trouve un équilibre avec tout ça. Moi, ma solution, en tout cas, c'est vraiment de construire ça avec les principaux intéressés, avec les jeunes, et de continuer à leur demander leur avis en partageant avec eux nos réflexions et tous les outils critiques dont on peut avoir besoin pour mener cette réflexion. Ah oui, j'avais juste une petite question justement à vous adresser, puisqu'on a parlé de la différence entre le plaisir, la joie, et qu'on aimerait avoir votre avis. C'est tellement chouette de pouvoir profiter de vos retours, de vos expertises. Vous ne savez peut-être pas, mais vous nous impressionnez beaucoup. Donc, merci pour vos partages. Bon, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous met en joie à l'école? Voilà, ce qui apporte quelque chose de durable, justement. Les potes. L'importance des relations, les potes. Ça a été répété de nombreuses fois. De voir qu'on progresse, c'est aussi quelque chose qu'on a soulevé. Ouais. Peut-être qu'on peut poser. Voilà, c'était les progrès sur le long terme et dont on peut se rendre compte à travers les notes pour les écoles où il y a des notes. Donc c'était quand même, on a eu beaucoup de discussions, on a beaucoup critiqué les notes et donc là c'est quand même un point de vue un petit peu différent de ce qu'on a pu entendre plus tôt. Encore d'autres remarques? Chaffé? Moi, je pense pour moi, c'est l'environnement de l'école. Bon, après, vous pouvez dire que c'est la plupart de l'environnement, c'est les amis. Mais moi, je trouve que pour nous, parce que nous, on est avec le troisième, seconde et seconde AP, c'est très important d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Donc, et après, vous pouvez parler dans les spécifiques, des bonnes notes, ça améliore ma confiance. Mais si je devais dire juste un seul élément qui est le plus important, c'est l'environnement pour moi. L'environnement, des bonnes relations avec tout le monde. Eh ben, un grand merci pour tout ça. Je dis un grand bravo aussi à nos intervenants.
Merci à vous. Merci infiniment et puis j'espère qu'on restera en contact et puis qu'on aura l'occasion de continuer à échanger. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au Au revoir. revoir, bonne fin de journée. Bonne fin de journée.